C'est l'heure du journal, présenté ce soir par Fifi, alias Philippe Reg, Fifi pour les intimes. Bonsoir Philippe. Bonsoir, quelle ponctualité Frédéric. Oui, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Avant de vous passer la parole, un rapide rappel des titres. La visite de Jean-Paul Fournier dans nos locaux pour l'évocation de ses mandats. Le 12e tournoi de tir à l'arc, il vient tout juste de commencer, ça durera tout ce week-end. Les chiffres de la délinquance présentés par le préfet du Gard. Le journal du flamenco, bien entendu. Et notre invité, en fin de journal, Lucien Gothard, qui nous parlera de la deuxième édition du festival vidéo qui se tiendra ce week-end à Saint-Gervasy. Philippe, on vous écoute. Voilà, comme vous l'avez dit Frédéric, Lucien Gothard, président de l'association Les Amis de la Télé, viendra nous présenter cette deuxième édition du festival vidéo de Saint-Gervasy. Vous le verrez, une démarche intellectuelle, mais qui allie aussi beaucoup le plaisir de la vidéo. Merci. Nous allons commencer avec l'information sportive du week-end. Le 12e tournoi européen de tir à l'arc à Nîmes vient de commencer par une séance de tir de qualification. Cette compétition dépasse largement le cadre de l'Europe et voit cette année la participation de pas moins de 27 nations et plus de 1100 archers. C'est l'occasion pour qui le désire, c'est un tournoi open, donc l'occasion pour qui le désire de venir se mesurer à des champions olympiques et des champions du monde. Une édition qui connaît la participation de Bérangère Rechou et Virginie Arnold, deux des trois archères de l'équipe de France, qui après avoir vaincu les Anglaises sous la pluie, on s'en souvient, ont terminé les Jeux Olympiques de Pékin sur la troisième marche du podium. Notons que ce tournoi se place en deuxième position au niveau mondial, supplanté par le tournoi de Las Vegas, mais devant Tokyo et Amsterdam. Il est aussi un générateur d'économie, étant, après la feria, l'événement qui occasionne le plus grand nombre de nuitées sur la ville de Nîmes. Ce matin, nous assistions aux derniers détails des préparatifs. Quelques heures avant que ne soient tirées les premières flèches du tournoi européen de tir à l'arc, l'Arc Club de Nîmes satisfait aux derniers détails de la phase de préparation. Un état des lieux avec le maître de cérémonie. C'est formidable parce qu'avec l'ambiance générale qui n'est pas à l'euphorie en ce moment, on était inquiet et en réalité on a pulvérisé tous nos records de participation. C'est la première fois qu'on a 27 nations et on a plus de 1100 participants. Donc j'étais un peu inquiet, mais finalement c'est le plus gros succès qu'on ait jamais eu. De toute façon, ça fait 2 ans qu'on a dépassé les frontières européennes parce que maintenant il y a 4 continents de représentés. L'année 2008 avait attiré à Nîmes une kyrielle de champions du monde et de champions olympiques. L'attrait pour la capitale gardoise des archers du monde entier semble désormais évident. 2009, c'est la même chose. Bon, c'est toujours les années post-olympiques. Il y a certains grands champions qui font un petit break parce qu'ils sont beaucoup investis pour les Jeux et ils aiment bien prendre quelques mois de coupure. Parce que ça fait, en général, ça fait 4 ans d'affilée qu'ils étaient à fond. Mais on aura tout le gratin mondial et sur les 8 Européens qui avaient été médaillés aux Jeux, il y en a 5 qui seront présents. H-2 au PC des inscriptions. Vincent Turchi et son équipe sont prêts. Voilà, nous sommes dans la phase d'enregistrement, donc nous sommes en train de préparer tout ce qui est greffe pour les différentes catégories. Et donc d'ici 2 heures, le greffe va ouvrir avec 1100 personnes qui doivent venir nous voir. Et on n'a plus droit à l'erreur. Ils seront donc plus de 1100 archers à tenter dès ce soir de passer le cap des qualifications, ce qui leur permettra d'accéder aux phases finales. Parmi eux, des Gardoises et des Gardois issus des clubs régionaux. J'ai pas mal d'espoir chez les arts classiques dames, enfin chez les dames, parce que l'équipe de Nîmoise là, est en forme cette année. Donc je pense que Séverine Évangélisti, Karine Rançon, Sandrine Vandienan, Mélina Toussaint et Zané Berzina ont les moyens de passer dans les phases finales. Donc bon, j'aimerais bien que les 5 passent, mais je pense que 3 c'est tout à fait possible sur les 5 qui passent déjà les éliminatoires. Après, chez les garçons, on a Thomas Aubert qui a rejoint le club de Nîmes cette année, qui a quand même fini 5e de l'édition 2008. Il est pas mal du tout, donc je pense aussi qu'il aura un accès assez facilement aux phases finales. Et après, on a quelques jeunes pour le tournoi en moins de 19. Je pense que Victor Bresson sera sans problème dans les phases finales. Et chez les jeunes filles, j'espère bien avoir Gabrielle Berdaguet de qualifier. Donc je pense qu'il y aura pas mal de locaux qui seront dans les phases finales. C'est ce que nous souhaitons. Le sénateur maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, a répondu favorablement à l'invitation de Pierre-Paul Castelli ce vendredi 23 janvier 2009. Il a, entre autres, évoqué le contenu de ses mandats. Jean-Paul Fournier a récemment intégré la commission sénatoriale dont la réflexion porte sur la future organisation des collectivités locales. Une piste de réflexion qui pourrait provoquer, si elle était suivie des faits, le rapprochement entre conseillers généraux et conseillers régionaux. De plus, cette disposition adoptée au conditionnel
bien sûr, pourrait avoir des conséquences, comme par exemple le report des élections régionales à 2011 pour les faire coïncider avec les élections cantonales. Nous vous proposons un extrait de cet entretien. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que les élections régionales pouvaient éventuellement être repoussées à 2011, mais quoi qu'il en soit, vous soutenez qui? Vous êtes un des membres éminents de l'UMP dans la région, vous soutenez Christophe Rivinc l'Alésien, Christian Jean-Jean le Palavasien ou Raymond Couder le Biterrois? Il y en a un troisième aussi dans quatrième les PO, un quatrième dans les PO. Donc écoutez, moi d'abord, je ne veux pas me défiler, parce que c'est vrai que ma formation politique en tant que secrétaire départemental m'a demandé de ne pas prendre parti pour qui que ce soit. Hein. C'est une règle. Un Alésien, c'est une règle. Gardois, non? Aujourd'hui, je dis que si on veut reprendre cette région, et c'est possible, il faut quelqu'un d'expérience. Alors il faut qu'il y ait un renouvellement de la classe politique, je crois qu'on est tous d'accord. Mais il y a un homme d'expérience qui s'appelle Raymond Couder, qui a siégé pendant longtemps à la région. J'y ai siégé à ses côtés. Il s'est occupé des finances de la région Languedoc-Roussillon. Il a été réélu 3 fois. Il a la légitimité de son élection à Béziers, réélection à Béziers. Oui, il y a une espèce de légitimité, mais il y a surtout, je crois, une grande expérience. Et je pense que Raymond Couder a cette expérience. Vous retrouverez l'intégralité de cet entretien avec le sénateur maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, le mercredi 28 janvier à 18h45. Sans transition, les chiffres de la délinquance pour l'année 2008 dans le Gard étaient communiqués aujourd'hui même, vendredi 23 janvier 2009, par Dominique Bellion, préfet du Gard, en présence des responsables des forces de l'ordre, et de Robert Gély et Christian Pasta, respectivement procureurs des villes de Nîmes et d'Alès. Des chiffres en baisse pour ce qui est de la délinquance générale, de la délinquance de proximité et de la violence aux personnes, une augmentation cependant des infractions sur les stupéfiants. Les détails avec Alain Belon. 6 ans de baisse constante de la délinquance, mais dans ce résultat, on constate que la sécurité routière et les cambriolages sont des secteurs sensibles. Il y a un léger mieux. La délinquance générale baisse de près de 2%. C'est un chiffre qui est d'ailleurs supérieur au chiffre national, donc on en est plutôt content. La délinquance de proximité diminue également de plus de 4%. Donc il y a un travail très important qui a été fait par la police, par la gendarmerie, mais qu'il faut poursuivre. Donc, situation globale, pas mauvaise. Des points très positifs, la diminution d'un certain nombre de vols à la roulotte, par exemple. Et puis des points qui, moi, m'inquiètent toujours un peu, l'augmentation des cambriolages, notamment autour des villes. Et puis alors, un problème récurrent, la violence routière, la délinquance routière. Nos chiffres ont diminué, mais les chiffres 2009 commencent très très mal, 5 morts alors qu'on n'en avait aucun à cette époque. Donc il y aura de nouveaux radars. Nous en avons actuellement 10, il y en aura, je pense, à la fin 2009, 22 en tout. La police nationale et la gendarmerie gardoise dressent pour l'année 2008 un bilan positif. Pour les 4 circonscriptions, Nîmes, Alès, Beaucaire et Bagnols-sur-Cèze, nous enregistrons une baisse de 4,62% de la délinquance générale. Alors que la délinquance est en baisse d'une manière sensible, donc pour nous l'objectif bien sûr c'est de continuer à baisser dans tous les domaines et en portant peut-être une attention particulière sur la délinquance financière, puisque nous constatons comme au niveau national une augmentation de cette délinquance, notamment des escroqueries liées à l'usage Internet. En zone gendarmerie, on constate qu'on contient notre délinquance générale avec une légère hausse de 0,66%, c'est-à-dire 153 faits supplémentaires par rapport à l'année dernière. Et en délinquance de proximité, la bonne nouvelle, c'est que cette délinquance baisse de moins 2,6%. Dire que c'est un bilan transitoire où on espère qu'on a réussi à contenir cette délinquance malgré une très forte hausse de la population dans notre zone de gendarmerie. On espère consolider ces chiffres et avoir un bilan 2009 où à la fois la délinquance générale et la délinquance de proximité baissent. À l'occasion de cette présentation du bilan, le préfet lance 2 appels. Un en matière de cambriolage, l'autre en matière d'escroquerie. En matière d'escroquerie, attention. Si vous avez le moindre doute, une campagne nationale est lancée d'ailleurs, vous aurez un numéro spécial, donc faites très attention, il y a des escroqueries de plus en plus, notamment sur Internet, faites très attention. Et puis les cambriolages, faites aussi attention. Un cambriolage sur 3 se fait sans effraction, c'est-à-dire la porte est restée ouverte, une fenêtre est restée ouverte, et on dort en haut, au premier étage, et pendant ce temps-là, les voleurs, sans faire de bruit, s'emparent de tout, et y compris du véhicule qui est resté dehors. Donc voilà, attention, vigilance, s'il vous plaît, vigilance.
Culture à présent avec la 8e bourse aux jeunes talents qui était présentée en mairie de Nîmes ce vendredi. Concernant la musique, l'objectif visé est de donner les moyens à de jeunes artistes ou groupes d'enregistrer une œuvre et se produire en concert. Une initiative qui entre dans le Festival de Gours, comme nous l'explique Alain Bonnet. Pour la 8e année consécutive, la ville de Nîmes réitère sa volonté d'encourager les jeunes qui désirent s'exprimer dans le domaine musical et propose sa bourse des jeunes talents. Qu'il s'agisse d'artistes isolés ou de groupes, votre talent intéresse notre région et vous permettra, si vous devenez lauréat, de sortir de l'ombre. C'est pour moi, entre guillemets, la nouvelle star nîmoise. C'est-à-dire qu'en fait, des groupes ou des artistes de 16 à 30 ans habitant sur Nîmes ou sur l'agglomération de Nîmes Métropole concourent, c'est-à-dire qu'ils concourent pour un véritable concours, avec au final un passage devant un jury composé de professionnels et d'élus de la ville de Nîmes, qui va offrir aux gagnants la possibilité d'enregistrer un CD de 5 titres dans un véritable studio professionnel et puis la possibilité aussi de pouvoir faire 3 concerts sur la ville de Nîmes. Une nouveauté cependant cette année, intégrer cette bourse au Festival de Gours qui prend une cadence mensuelle en cette année 2009. C'est vrai qu'on a souhaité cette année avec mes collègues à la culture rentrer la bourse des jeunes talents dans le cadre du Festival de Gours parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le passage devant le jury va se faire en public à la salle du centre social de Val-de-Gours le samedi 4 avril. Le groupe Waterlilies, lauréat en 2008, ne regrette nullement d'avoir participé à cette bourse puisqu'aujourd'hui, l'avenir semble leur sourire. Déjà on a un album, donc ça nous permet de démarcher des maisons de disques, des producteurs. Là on a été approché par un label indépendant, pas une major mais un label indépendant. On est en négociation. Si cette offre vous intéresse, dépêchez-vous de monter un dossier que vous pouvez retirer à la mairie de Nîmes au service jeunesse. Attention, date limite des candidatures le 6 mars 2009 et puis bonne chance. Frédéric, connaissez-vous la chanteuse Rachel Cabot? Eh bien écoutez, en votre compagnie, ce soir, ça sera l'occasion de la connaître. Par contre, une petite information, Baptiste Homo, que vous venez juste de voir interviewer, qui fait partie du groupe Waterlilies, sera bientôt sur notre plateau pour justement nous parler un petit peu plus en détail de cette bourse aux jeunes talents. Quant à la chanteuse Rachel Cabot, elle se donne un spectacle ce soir, vendredi 23 janvier 2005, à 20h30, à la salle des Sources de Bellegarde. L'accès à ce spectacle est gratuit. Rachel Cabot s'est lancée dans une carrière solo, après avoir fait ses armes dans un groupe de gospel. Et demain, samedi 24 janvier 2009, c'est au tour de l'humoriste Éric Blanc de proposer son one-man show, Décalage immédiat, l'itinéraire d'un noir allumé, tout un programme. Une satire de la société française qui se produira toujours à la salle des Sources de Bellegarde à la même heure, 20h30, un spectacle aussi gratuit. La présentation des personnages par Pierre-Paul Castelli. C'est un univers de romantisme, en fait c'est un univers d'état d'âme. Rachel avec ses états d'âme, un jour elle est bien, elle l'exprime, un jour elle est pas bien, elle l'exprime. Donc voilà, c'est tout un univers romantique, énergique, dynamique. Et voilà, Rachel à l'état brut, on va dire ça plutôt comme ça, sans les apparences, sans les apparences. Quand j'ai démarré dans ce métier, j'étais extrêmement et même excessivement naïf. C'est vrai que ce spectacle met en scène l'histoire d'un personnage naïf qui connaît la France à travers les livres, la littérature, le siècle des Lumières, qui n'a jamais vu de blanc de sa vie et qui les rencontre grâce à une course de rallye. Et il voit des gens très énervés. Et qui s'insultent. Des Français, quoi. Voilà. Et il entend des mots qu'il n'a jamais lus dans les bouquins et il croit que tous les Blancs sont énervés, excités et il décide de partir là-bas dans ce pays étrange pour découvrir les mœurs et les coutumes. Et il va lui arriver des tas d'aventures incroyables. Du rire en perspective à Bellegarde, de quoi faire travailler nos zygomatiques. Les chevaliers du roi René de Tarascon ne sont pas tristes non plus, ils s'apprêtent d'ailleurs à fêter les 600 ans de leur bon roi qui termina sa vie dans la belle ville d'Aix-en-Provence. Un hommage à ce roi symbolique avec des costumes d'époque et surtout une occasion donnée de festoyer et ripailler avec modération, n'en doutons pas. Un reportage d'Alain Belon.
On a festoyé au château de Tarascon. Les chevaliers du roi René se sont réunis afin de préparer les festivités des 600 ans de leur roi. Il est prévu de festoyer plusieurs week-ends d'affilée. Donc il va y avoir de très belles animations dans le château du roi René, avec de la danse, avec du tournoi. Il va y avoir plein d'animations. Jusqu'à présent, nous avons fait de très belles fêtes médiévales à Tarascon. Mais cette année, bon, j'espère que ce ne sera pas le bouquet final, parce que bon, mais ce sera quand même une des plus belles années pour Tarascon. Né le 16 janvier 1409, le roi René était aussi appelé le Bon. Mais qui était ce roi? Le roi René était roi de Naples, vous pouvez le voir sur les armoiries, roi de Naples, de Sicile et de Jérusalem. La croix de Jérusalem a un dessin bien particulier, il montre que le roi René n'a jamais fait de croisade, il n'a jamais été à Jérusalem malgré tout. Il était comte de Provence, duc d'Anjou, de Bar, les Bar, vous avez les deux poissons qui le montrent, et de Lorraine, de par sa femme. Il était aussi comte de Fourcalquier. Disparu le 10 juillet 1480 à Aix-en-Provence, aujourd'hui la tradition perdure. Le roi René version 2009 est présent, mais ses attributions sont différentes. Le roi René d'aujourd'hui, c'est une passion, la passion du costume, la passion de notre passé, d'une part, parce que celui qui ignore son passé commettra les mêmes erreurs qu'autrefois, il vaut mieux les connaître. La passion des chevaux, en ce qui me concerne, c'était surtout sur ce point-là. Si vous désirez remonter le temps et être en l'an 1409, rendez-vous à Tarascon cet été, à la rencontre du roi René, afin de vivre la tradition et festoyer avec ses chevaliers. Voilà, ils se battent pour rire en fait, de très jolis costumes en tout cas. Page gastronomique à présent avec les journées de la truffe qui se sont déroulées place aux Herbes à Uzès les 17 et 18 janvier dernier. Ces journées connaissent aujourd'hui un succès national, le fruit d'un travail soutenu des syndicats de producteurs de truffes du Gard depuis de nombreuses années. La production 2008, a priori, n'a rien à envier à celle des précédentes années et une occasion pour le préfet de notre département, Dominique Bellion, d'avouer son penchant pour la mélanosporum. Le concours était présidé cette année par Roger Zabel, des images succulentes et parfumées, signées Alain Bellon, sur un sujet d'Alain Bonnet. Organisé par le syndicat des producteurs de truffes du Gard, la ville d'Uzès proposait le week-end de la truffe ce samedi 17 et dimanche 18 janvier. On a transformé ça en week-end de la truffe, c'est une destination touristique effectivement pour beaucoup de gens ce week-end-là, donc on a de plus en plus une réputation internationale. Rendez-vous international, ces rencontres permettent aux gourmets de faire ses emplettes et d'acquérir des produits de qualité qui dissipent ce goût si particulier dans vos bons petits plats. J'ai été préfet de la Dordogne. Et donc, la truffe du Périgord, je la connais aussi. Ben, vous savez, hein, les deux se valent. J'aime beaucoup la truffe d'Uzès. Je suis très ami avec Michel Tourner qui fait un travail remarquable. Et là, je suis venu en acheter, mais j'arrive un peu tard. Si une fois de plus cette année, la qualité était au rendez-vous, la quantité n'y était pas, faisant ainsi monter quelque peu les enchères. Cependant, on note en général une baisse du prix moyen. Qui va se vendre aujourd'hui pratiquement à la journée de la truffe d'Uzès autour d'une centaine de kilos, ce qui en fait en termes de vente aux particuliers, une des journées les plus importantes de France. En tant que membre du jury, Roger Zabel a découvert à son tour ce diamant noir qui à présent n'a plus de secret pour lui. J'ai tout appris sur les trois sortes de truffes qu'on trouve dans la région, y compris la truffe blanche qui n'a rien à voir avec la truffe blanche italienne. Maintenant je suis bétonné sur le sujet. Quant aux chefs étoilés, ils avaient concocté une brouillade géante aux truffes, de quoi s'enivrer de ce parfum si particulier. Déjà, bonne truffe fraîche de la région de l'Uzège. Après, on met les truffes un peu dans les œufs pendant quelques jours, qui s'apprennent un peu de goût. Les œufs bien frais, truffes bien fraîches, râpées pour ainsi dire après au dernier moment. Crème fraîche, du beurre, et puis un bon coup de mélange, et puis voilà. Les professionnels ont décerné cette année une bonne note pour la production 2008, agréable en bouche et odorante à volonté. On a de très bonnes truffes cette année, en quantité moyenne, mais ce n'est pas la catastrophe que nous avons connue pendant les 4 ou 5 dernières années. S'il existe dans le monde une quarantaine de variétés de truffes, notre région en possède 6 ou 7, dont le goût et la saveur sont tout à fait présents, ce qui fait dire que ce rendez-vous devient un rendez-vous incontournable au fil des années.
C'est à 17 h, aujourd'hui même, vendredi 23 janvier, que Nîmes Olympique était opposé à l'équipe de Nantes dans le cadre d'un match amical. Une rencontre qui s'est terminée sur le score de 2-1 en faveur des Nîmois et un match de préparation qui va permettre aux Crocos d'aborder plus sérieusement la nouvelle journée du championnat de France de Ligue 2 face à Clermont-Ferrand. Voilà, nous avons donc ramené les images du premier but à la 20e minute. En effet, c'est Jean-Jacques Mandrecki qui inscrivait le premier but pour les Nîmois. Et c'est ce que nous allons apercevoir ou tenter de le faire puisque nous le découvrons en même temps que vous, ce but de Jean-Jacques Mandrecki. Ah non, c'est pas encore là. Ça ne va pas tarder. Ah ouais, en plus, un joli but, voilà. Jean-Jacques Mandrecki, donc la nouvelle recrue de Nîmes, qui inscrit un but. Un but incontestable. Un joli but. Il faut savoir qu'à la 53e minute, Robert Malm faisait de même. Donc Robert Malm marque enfin, hein, il était un petit peu plus discret ces derniers temps, mais Robert donc a marqué un joli deuxième but pour les Nîmois. Et à la 63e minute, c'est le Nantais Fati qui a eu la mauvaise idée de réduire l'écart. Score au final, donc 2-1 pour le Nîmes Olympique. Et puis nous l'avons appris aujourd'hui, le défenseur de Clermont-Ferrand, justement, Clément Pinault, âgé de 23 ans, est décédé jeudi 22 janvier des suites d'un malaise cardiaque. Il a été formé au Mans et il a quitté l'équipe de Ligue 1 en juin dernier pour rejoindre l'équipe de Didier Olé-Nicole à Clermont-Ferrand. Sa dernière participation avec les Clermontois date du match face à Brest que Clermont-Ferrand a remporté par 2-0. Pendant la saison 2006-2007, le joueur évoluait avec Angers en poule nationale. Une minute de silence sera donc observée avant le coup d'envoi de la rencontre Châteauroux-Angers, un match en retard de la 19e journée du championnat de Ligue 2. Et une minute de silence qui s'adressera aussi à Gabriel Denis, joueur amateur également décédé lundi 20 janvier dernier. La rédaction de la chaîne s'associe à la peine des parents et amis des deux sportifs. Voilà donc pour cette information sportive un peu malheureuse, c'est vrai, avec cette victoire de Nîmes avant la rencontre face à Clermont. Frédéric, nous allons terminer avec du flamenco, un festival qui connaît un succès grandissant et il le mérite bien au programme de ce soir. Bien, c'est un bel hommage à José Galvan en présence de ses deux fils, Israël et Pastora. C'est au Théâtre de la Calade. Dépêchez-vous, c'est tout à l'heure à partir de 21 h ce vendredi 23 janvier 2009. Et sans plus attendre, nous vous proposons donc le journal du festival avec Christophe Chet et Nicolas Pinchino. Nous sommes ici au Théâtre de Nîmes, première soirée, première représentation dans ce théâtre pour une nuit flamenca entièrement dédiée au chant, au cante hondo, au chant profond, avec trois artistes qui vont bien partager la scène. C'est Juan José Amador qui a ouvert le bal du cante. L'ancienne icône de Pata Negra, qui accompagnait par sa voix les plus grandes pointures du baile, a donné le ton à la soirée par un répertoire classique par Soleá, Fandanguitos et Alegría. Y yo me senté en el broco y le conté yo mi pena. Ya el aguacero ya lloró. C'est José Antonio Pantoja, alias Chiquitete, le doyen de la soirée, qui a conclu ce récital avec un tour de chant clairement ancré dans le répertoire traditionnel d'un flamenco des plus romantiques. Celui qui immortalisa la fameuse Sevillane à la Puerta de Toledo s'est pleinement affirmé sur la scène nîmoise, avec classe et compasse, dans l'interprétation d'une Soleá de Triana ou encore de tientos tangos à la rythmique particulièrement intense.
de mañana. A todos soy yo un monedero. Van a ver de mañana. Habitué du festival nîmois, c'est Fernando Terremoto qui a donné au public du théâtre les moments les plus vibrants de la soirée. Une bulleria por solea des plus importantes, où le chanteur jerezano a pu exprimer la plénitude et la puissance de sa voix. A ti te puedo infarto, el dinero y la alegría acompañar y toda La majorité des festivals flamencos accordent beaucoup plus de place à la danse qu'au chant. C'est toujours plaisant d'avoir une tribune totalement dédiée au chant comme le fait Nîmes et qui lutte encore pour qu'une telle soirée. luche por las noches de cante, ¿no? Solamente. En effet, j'ai commencé ma carrière en jouant de la guitare, avant de chanter, et c'est un honneur que de partager la scène aux côtés d'un artiste comme Alfredo Lagos. C'est un grand professionnel avec qui je travaille depuis des années. Nous nous connaissons très bien. C'est une bénédiction que de se retrouver sur scène avec lui. Trabajando juntos, nos conocemos muy bien y el hecho de estar con él, pues, una bendición, ¿no? Puissance, mais aussi douceur, avec une sigueria qui a bercé le public nîmois. Terremoto, le tremblement de terre en espagnol, s'est aussi joué sur la mélancolie et réaffirmé la richesse des palos en interprétant une subtile malagueña. Lo entendía. Mi francés es pésimo, se lo digo en español mejor. Oh non, mon français est un vrai désastre. Seulement leur dire de profiter du flamenco qui est une très grande musique, très riche d'un point de vue culturel. C'est une musique dont on apprend beaucoup et dont il faut profiter un maximum.
très joli journal qui nous est proposé par Christophe Chez et Nicolas Pinchino. Voilà, sans transition, parce que nous ne sommes pas en avance, pour nous dire, nous sommes même un petit peu en retard. Lucien Gothard, bonsoir. Bonsoir. Alors Lucien Gothard, on vous connaît, vous êtes multicarte, vous suivez de très près la carrière de Jérémy Burette et Clémence, son épouse. Oui, ben, je suis un petit peu très heureux de vous remercier parce que vous me permettez ici de faire connaître ces deux jeunes artistes qui sont mari et femme et qui, un joue de l'accordéon et champion du monde et l'autre est chef de chœur de deux chorales, une à Kessargues et l'autre à Nîmes. Et j'en fais partie et bon, j'ai beaucoup de satisfaction et j'espère que on pourra encore promouvoir. Si des fois il y a des ténors ici qui nous écoutent, qui nous appellent, on a besoin de ténors. Hein. Alors Lucien Gothard, vous êtes aussi impliqué dans une association que je vais vous demander de présenter tout simplement. Eh bien, je suis maintenant président de l'association des Amis de la télé. Nous sommes quelques vidéastes amateurs, mais des hommes et des femmes aussi, puisqu'il y a quelques femmes au sein de notre groupe. Et nous avons pour passion la caméra, faire des images et les transmettre par votre canal, bien sûr, puisque c'est vous qui diffusez beaucoup de nos programmes. Alors Lucien, ce week-end à Saint-Gervasy va se dérouler une manifestation qui s'appelle le 2e festival vidéo de Saint-Gervasy, tout simplement. Oui, alors avant le 2e, il y a eu le 1er. Et donc, si vous voulez, avec votre aide, avec celle de Gravier, de Madame Gros, on a fait un festival l'année dernière qui a remporté, ma foi, un bon petit succès pour une première fois. Et donc, on a décidé de reconduire cette animation au foyer socio-culturel de Saint-Gervasy. Donc, samedi à 14h débuteront les premiers films qui seront en vidéo langue française. Le soir à 20h30 pour le programme, il y aura un balletti, comme on dit chez nous, le balletti, hein, avec Osco, avec le groupe Osco. Ensuite, le dimanche, nous reprendrons à 10h, mais là, avec des projections en vidéo Languedoc. Et on finira, donc après avoir une reprise vers les 14h, tout ça avec des gens qui nous amènent des vidéos qui viennent quand même relativement de loin, puisqu'on a un monsieur qui vient du 72, du pays de la Rillette, du Mans. Nous avons aussi des films étrangers, nous avons des gens qui viennent d'Italie, nous avons 3, 4, 5 productions d'Italie, nous avons aussi Madame Lise Gros qui nous produit, nous avons un monsieur qui a gagné l'année dernière, j'étais jury et qui m'a vraiment impressionné pour ce qu'il fait. C'est Monsieur Santenac qui est de Pau, qui revient cette année. Et vraiment, je crois que les gens qui viendront regarder ces films-là, elles seront émerveillées. Et vraiment, je crois que ce qui est important, si vous voulez, c'est la vérité et la sincérité de ce film. C'est un festival, en fait, qui vous permet de rendre charnel, de fusionner les deux passions que vous avez pour l'image et pour les traditions, et notamment la Lingo Nostre. Notamment pour la Lingo Nostre. Bon, moi, je suis un petit peu moitié citadin, moitié rural. J'ai habité à Bezous, j'entendais les gens de Bezous qui parlaient le patois. Et c'est vrai que je râle un petit peu de le comprendre, mais je le parle littéralement. Et donc ça me retrempe encore dans le bain. Et je crois que le fait d'avoir des racines permet d'évoluer. Il faut faire comme Michel Gravier, il faut prendre des cours de provençal. Mais bon, j'essaie déjà de prendre un petit peu des cours de vidéo, de façon à être déjà pas mal derrière l'œil de la caméra. Et puis après, pour la parole, je pense que ça... Alors un deuxième festival, disons-le, qui a sensiblement dépassé le succès d'estime, qui a maintenant une bonne renommée en 2 ans, hein, ça s'est fait en 2 ans. Le travail de Michel Gravier est important parce qu'il s'est beaucoup occupé de la promotion de ce festival. Donc on rappelle les jours et les heures, samedi et dimanche à partir de... Samedi à partir de 14h. Après, nous aurons le balletti à 20h30. On reprendra le dimanche 25 janvier à 10h avec des vidéos donc en Languedoc. Et puis à 14h, on reprend. Et puis à 17h30, il y aura la remise des prix. Je voudrais remercier bien sûr Télémiroir, la mairie de Saint-Gervasy, le conseil régional de Languedoc-Roussillon, l'Institut d'études occitanes et Marpoc et la presse régionale qui a vraiment adhéré à notre projet et vive le 3e festival.
Merci, et merci de nous avoir Lucien, accueillis. vous serez toujours le bienvenu sur ce plateau, Merci devons-nous beaucoup. vous le dire. Merci. Frédéric, nous sommes à la traîne, c'est vrai, mais juste 3 petites brèves sportives. Outre le tournoi européen de tir à l'arc qui se déroule à Nîmes tout ce week-end au Parnasse et au Parc des Expos, les finales seront au Parnasse. Vous pourrez voir samedi soir à 20h30 le premier match de la phase des matchs retour, puisque le Sun ALB rencontre l'équipe de Plan de Cuc, c'est du handball de Division 2. La 13e journée du championnat de volleyball de National 3 féminine opposera dimanche à Saint-Césaire dès 15h l'amicale Nîmes Volleyball, classée première avec 21 points, à Saint-Chamond, classée troisième avec 20 points, un match très très chaud. Et puis les 10 km pédestres de Garon, la course démarre à 10h30 à Garon, elle est qualificative pour le championnat de France. Et voilà ce coup-ci, Frédéric, c'est vrai, j'en ai bien terminé avec l'information. Pas tout à fait, Philippe, puisque dans quelques secondes, balade gardoise, où allons-nous nous promener? Alors on va sur le site, on va au cœur des gorges du Gardon, sur le site de la Baume Saint-Vérédem. C'est merveilleux. Magnifique. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Merci Philippe, passez une très très bonne soirée à notre compagnie, très bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.